Bonsoir tout le monde. Faites-moi coucou en commentaire, comme ça je saurai qui c'est qui est. Je vais attendre encore 5 minutes avant de commencer. Dites-moi si le son c'est bon là. J'ai pas de retour encore. Salut, oui. Ça marche la leçon? Ok. Du coup j'ai tout préparé par écrit. Je vous préviens, ça fait 7 pages. Alors, salut Will, salut Anne-Laure, salut Alix, salut Taralei et salut Max. Non mais t'inquiète, ça va pas être compliqué, normalement. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. Bon, vous êtes 13, c'est un bon nombre pour commencer, je pense. Donc alors comme je vous l'ai dit, hein, ce soir je vais vous parler donc des champs morphiques. C'est une théorie qui a été imaginée par Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake qui est né en 1942, qui a été le directeur de recherche en biochimie à Cambridge et chercheur à la Royal Society. Euh, il suggère en fait que la nature des choses dépend d'une entité autre que la matière, donc les lois physiques et les phénomènes qui en émergent. Il a imaginé donc ce qu'il appelle sa théorie des champs morphiques. En fait, il existerait donc un type de champ immatériel, qui s'appelle champ morphique, pour chaque système naturel auto-organisé. Donc, par exemple, pour une molécule, un caillou, un arbre, un oiseau, un être humain, une société, une pensée. Et, chaque cas particulier d'objet possède lui aussi son champ morphique spécifique. Donc, une molécule comme l'eau, par exemple, a son propre champ morphique, et, qui est le sous-produit des champs morphiques des molécules en général. Une hirondelle a un champ morphique qui est sous-produit des champs morphiques des oiseaux. Et chaque hirondelle, chaque individu, en fait, a lui aussi son propre champ morphique. Et chaque organe de l'hirondelle aussi. Donc on va commencer par rappeler un petit peu de philosophie aussi, puis ce que c'est que la science actuelle, sur quoi elle est basée. Donc on va partir par exemple de l'idée de Pythagore qui disait que derrière l'apparence des choses qui changent, en fait, il existerait une réalité qui est immuable, donc qui change jamais, qui est constante, où rien ne se passe. Et bon, il s'agit un peu de la vision assez proche de la vision de la science actuelle, mais où la matière change, mais les lois restent toujours les mêmes. Donc elles prennent la forme de règles mathématiques. Euh, bon, on ne sait pas où elles sont stockées, ni sous quelle forme elles sont mémorisées. Donc comment elles agiraient sur la réalité pour arriver à faire produire des changements dans la matière réelle. Donc après Pythagore, en fait, enfin, suite à cette théorie où rien ne change, Démocrite avait ajouté la théorie des atomes, qui était en fait les choses constantes dans la réalité, qui sont la base immuable des choses qui changent. Donc on peut opposer un peu ce principe d'éternité où rien ne change, tout est défini depuis le début, que ce soit les lois physiques, la manière dont se produisent les phénomènes. Donc potentiellement, elles contiennent déjà. Oups, il y a un truc qui tombe. Donc en fait,
ces lois, elles contiennent déjà potentiellement tous les phénomènes qui peuvent exister. Donc, par exemple, on dirait actuellement qu'au moment du Big Bang, en fait, l'univers savait déjà à quelle température le beurre va fondre ou l'eau se transforme en glace. Donc on oppose ce principe d'éternité au principe d'évolution, où là, les choses peuvent changer avec le temps, même les lois physiques. Donc en physique actuelle, c'est qu'on a deux principes principaux, principes principaux. Donc un principe, déjà, c'est une chose qui est posée a priori, sans justification, sans preuve possible. Donc c'est quelque chose qu'on considère comme vrai et qu'on cherche pas vraiment à remettre en question en général. Donc le premier principe de la thermodynamique, qui représente un peu le principe d'éternité, c'est que l'énergie totale de l'univers reste constante. Donc l'énergie peut changer de forme, passer par exemple d'énergie cinétique à potentielle, ou même en élargissant avec les théories d'Einstein sous forme de matière, passer sous forme de masse à une énergie pure sous forme de rayonnement. Et on a aussi donc le deuxième principe de la thermodynamique, là, c'est qui énonce en fait, on parle d'augmentation de l'entropie. Donc, ça signifie que le désordre augmente dans l'univers. En fait, les choses se dégradent inexorablement avec le temps. Donc, on sait que, en fait, c'est une observation. Enfin, ces deux principes, ils sont observés dans la plupart des phénomènes en laboratoire. À partir du moment où ce sont des systèmes isolés, donc où il n'y a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur et enfin, pas d'interaction avec le reste. Mais on voit bien que ça peut pas tout expliquer de la réalité, puisque par exemple un être vivant, lui, il a la capacité de s'organiser et puis de maintenir son état, un état, on va dire un état homéostatique d'une haute complexité. Donc il est obligé de fournir un certain effort, on va dire, pour rester sous forme d'être vivant et de continuer de fonctionner. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qui est un exemple assez typique de la présence de champs morphiques ou d'un effet sur la réalité. C'est quelque chose en chimie, en fait, on sait que, enfin les chimistes connaissent bien ça, c'est quand on découvre un nouveau composé, en fait il a beaucoup de mal à cristalliser ou il cristallise même pas du tout. Et puis un beau jour, il y a ce composé, il se cristallise quelque part et après partout dans le monde, en fait, il continue de se cristalliser assez facilement et à une température proche. Donc les chimistes, ils, ils essaient d'expliquer ça en disant que les cristaux de leurs composés ils seraient échappés des laboratoires, que ce soit en allant dans l'air et en allant contaminer ceux des autres laboratoires qui ensuite se cristallisent. Parce qu'on sait que si on met un petit peu du composé déjà cristallisé dans le composé liquide, celui-ci devient solide beaucoup plus facilement. J'ai peut-être pas précisé, mais c'est ça la cristallisation. Donc c'est quand on passe de l'état liquide à solide. Alors l'explication qui est un peu la plus répandue chez les chimistes, c'est que ce serait les chimistes qui, en allant d'un laboratoire à un autre, transporteraient le composé cristallisé dans leur barbe. Donc c'est pas très convaincant pour les chimistes qui n'ont pas de barbe et puis ceux qui se lavent ou quand il n'y a même pas d'échange en fait entre laboratoires. Euh, D'ailleurs pour ça on pourrait suggérer de faire des expériences en créant un nouveau composé quelque part et puis en le maintenant complètement isolé de tout le reste du monde et de le recréer à l'autre bout du monde et voir s'il va se cristalliser aussi avec autant de facilité que là où il était produit. Ce genre d'expérience n'a jamais été vraiment réalisé concrètement, hein. C'est pourtant pas très très compliqué, mais en général les labos de chimie fonctionnent plutôt indépendamment et puis dire qu'on cherche pas vraiment à vérifier ce genre de théorie. Et on a découvert aussi en fait que la température de fusion de certains composés chimiques varie au cours du temps. Donc Sheldrake a regardé ça au cours du dernier siècle pour tous les composés chimiques qu'il a trouvés qui ont été inventés dans cette période. Et il a remarqué en fait, que leur température de fusion avait augmenté au cours du temps d'environ 10 degrés. Euh, donc là, je vais parler de manière générale des lois physiques et des constantes de la physique. C'est que
En science, ça fait partie de la méthode scientifique et des principes qu'on a supposés dans la science moderne, c'est que on suppose qu'une expérience, elle peut être répétée autant de fois qu'on veut, le résultat ne change jamais. Donc que les mêmes lois s'appliquent éternellement, qu'elles ne changent pas au cours du temps. Donc par exemple, que ce soit une expérience des fentes de Young ou la chute d'un objet vers le sol, on, on pense qu'elle est aujourd'hui la même qu'il y a un siècle ou qu'il y a 1000 ans et qu'elle sera la même encore dans 1 million d'années. Donc ça, c'est une hypothèse qui est posée comme ça a priori, hein. Il n'y a pas de preuve expérimentale de ça. Au contraire, donc on a vu qu'il y a éventuellement plutôt des indices du fait que ça changerait au cours du temps. Donc on a parlé de la cristallisation, mais on peut parler aussi de ce qu'on appelle les constantes en physique. Donc une des constantes qui est bien connue, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc actuellement, on considère qu'elle se déplace à une vitesse constante. Elle est fixée à 299 792 458 mètres par seconde. Donc ça, c'est une des rares ou la seule, en tout cas à l'époque où je faisais mes études, la seule constante, c'est la seule valeur qui était fixée sans incertitude, parce qu'elle sert de définition pour le reste. Donc c'est à partir de cette valeur qu'on fixe ensuite, qu'on en déduit la valeur enfin la longueur du mètre. Et on fait un lien aussi donc avec la seconde, qui est la durée d'un certain nombre de, comment dire, de fréquences d'émission d'un atome particulier. Et en fait, les physiciens se sont rendus compte qu'entre 1928 et 1945, euh, partout dans le monde, les estimations pour la vitesse de la lumière avaient diminué d'environ 20 km par seconde. Et en fait, ça, c'est en dessous des incertitudes de mesure, donc on pense que c'est justifié, c'est pas des erreurs de mesure, c'est vraiment, elle aurait diminué. Et depuis 72, cette valeur, elle peut plus changer, puisque de toute façon, elle sert de définition de base pour le mètre et la seconde, comme j'ai dit. Donc si la vitesse de la lumière change, c'est la longueur du mètre qui va changer. Alors on a une autre constante, c'est la constante gravitationnelle, qui est dans les lois de Newton, hein, que certains ont connu, ont appris au lycée. Donc deux masses exercent une force entre elles, attractive, qui dépend donc de leur masse, qui est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Et tout ça, ben, c'est proportionnel donc à ce qu'on appelle grand G, la constante gravitation. Et bah pareil, là, entre 1973 et 2010, l'estimation de la valeur de G a varié de 1,1%. Donc là encore, c'est pas une erreur de mesure, parce que la variation, elle est 40 fois plus grande que l'incertitude qui est estimée. En plus, ces mesures, c'est des moyennes qui sont effectuées par différents laboratoires, donc ça a tendance à réduire un peu les variations au cours du temps. Et donc en 1998, il y a un institut de métrologie, je n'ai pas noté le nom, mais qui a publié toutes les variations sur différents jours, ce qu'ils avaient mesuré, ainsi que d'autres labos. Et ils se sont rendus compte que, bah, par exemple, un jour, la valeur atteignait 6,73, et un mois plus tard, elle valait 6,64, donc une variation de 1,3%, un petit peu plus grande à l'incertitude de mesure. C'est à peu près 50 fois c'est à peu près 50 fois plus grand que les incertitudes de mesure. Et ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait des variations de cette constante de gravitation au cours d'une même journée, que c'était cyclique, euh, qu'elle pouvait varier donc aussi cycliquement au cours de l'année. Donc peut-être aussi un rapport donc avec la Terre, avec son champ de gravitation elle-même. Il y a d'autres constantes qui sont considérées comme constantes et qui montraient qu'elles pouvaient varier un peu. C'est la constante de structure fine, par exemple. Euh, c'est euh, c'est un coefficient de proportionnalité qui sert à mesurer la force entre deux particules chargées électriquement. Et comme elle a changé, ça a par exemple un impact sur la taille d'un atome d'hydrogène qui est composé d'un noyau chargé positivement et d'un électron négatif autour.
Et donc, par extension, ça aurait un impact sur toutes les molécules qui existent, tous les atomes et ensuite donc toutes les molécules. Donc c'est pour ça que, en voyant ça, est-ce que déjà on peut parler de constantes puisqu'elles varient au cours du temps? Est-ce qu'on doit supposer qu'elles sont constantes ou plutôt les analyser un peu aussi comme des variables dans ces lois? Donc justement, les lois physiques elles-mêmes, est-ce qu'elles peuvent varier? Alors il n'y a pas, là ce serait un petit peu plus compliqué à montrer la loi elle-même puisqu'elles sont justement ces lois découlent des constantes qu'on introduit dedans pour les rendre vraies. Mais avec ce qu'on a vu des constantes et par exemple de ce qui se passe avec la cristallisation des composés chimiques, où d'un coup il y a une cristallisation qui apparaît et puis qui se fait de plus en plus facilement. On peut se demander si les lois physiques, elles ne sont pas davantage fondées sur une sorte d'habitude plutôt que fixées comme ça une fois pour toutes éternellement depuis le départ. Et après, ça fait pas partie de la méthode scientifique finalement d'essayer de chercher ces variations, puisque de toute façon la science suppose que les lois sont constantes et ensuite essaie d'adapter les théories en fonction de ça pour satisfaire cette contrainte. Ça fait partie de la méthode scientifique occidentale. Mais finalement, ce qu'on appelle loi, c'est quelque chose qu'on a décidé de fixer. Et finalement, on devrait peut-être plus parler donc d'habitude. Euh, Par exemple, quand les scientifiques trouvent des valeurs qui s'écartent un peu de la valeur habituellement admise ou une loi qui semble un peu changer, ils vont avoir tendance à rechercher beaucoup d'erreurs de mesure, essayer de trouver toutes les causes possibles et les lister. Alors que si c'est en accord avec les lois habituelles ou les valeurs que les autres physiciens ont trouvées ou les autres scientifiques, eh ben, ils admettent plus facilement que c'est une bonne valeur et ils voient moins d'incertitudes. Et puis en plus, bon, bah, comme je disais, hein, le fait qu'on fasse généralement des moyennes sur tout ce qui est effectué au cours du temps par différents laboratoires, ben, on arrive un peu à un consensus qui gomme toutes ces variations. Alors, bah, je vais vous parler un petit peu peut-être des caractéristiques du champ morphique avant d'aller plus loin. C'est que ce serait des genres de régions d'influence qui sont non matérielles, comme on l'a vu. C'est pas des choses qu'on peut mesurer directement, mais dont on mesure les effets sur le reste, sur les lois physiques, sur les objets eux-mêmes. C'est quelque chose d'étendu dans l'espace, il n'y a pas de contour ni limite bien définis. Ça se prolonge dans le temps, ça a une influence aussi sur tous les autres champs morphiques, donc ils interagissent entre eux. Et plus la similarité entre deux champs est proche, plus ils vont s'influencer. Donc on parle de résonance morphique. C'est voir ça un petit peu comme une onde, des ondes harmoniques qui vont si elles atteignent leur maximum ou si elles sont plutôt en phase entre elles, elles vont s'amplifier, alors que si elles sont en opposition de phase ou par exemple complètement différentes, elles vont avoir tendance à s'atténuer. Euh, Tout système qui existe peut s'inscrire dans un champ morphique, donc il en est issu et il en crée un à son tour. Quand un système disparaît, par exemple, par exemple pour si c'est un individu, un être vivant, quand il meurt, son champ morphique continue d'exister. Il disparaît là du lieu, enfin, de l'endroit qui entoure là où il se trouvait spécifiquement au moment de sa mort. Et donc il va persister sous forme délocalisée, donc s'étendre voilà, à toute la Terre ou à tout l'univers, on ne sait pas. Donc ils, ils sont plus attachés, une fois que le système est détruit, ils sont plus attachés spécifiquement à un système en particulier, mais ils se retrouvent un peu dans un bain de champ morphique. Donc là, on va parler peut-être des êtres vivants qui, en fait, c'est à partir de ça que Sheldrake avait élaboré, enfin imaginé sa théorie. C'est parce que depuis 1920, on parlait de ce qu'on appelle un champ morphogénétique. Euh, c'est ce qui permet leur développement à partir des premières cellules de l'embryon. Et ce serait une forme de champ morphique pour un cas particulier qui est celui donc de l'embryon et du fœtus et de l'être vivant. Mais lui, du coup, sa théorie là sert
à généraliser cette idée de champ morphogénétique à tout système auto-organisé. Alors, je vais prendre peut-être quelques exemples qui montrent que finalement, pourquoi on parle de champ morphogénétique pour les êtres vivants et pourquoi il y en a besoin. Prendre... Alors, les théories actuelles disent que toute l'information elle est contenue dans l'ADN, dans les gènes, et que tout se construit à partir de cette information et des, des mécanismes physico-chimiques qui sont à l'œuvre pour modifier, pour faire, par exemple, grandir, faire se développer des organes, et tout ça, quoi. Donc, par exemple, il y a une algue qui s'appelle Acetibularia mediterranea. Donc ça, c'est un organisme unicellulaire, donc il est formé d'une seule cellule. Et la cellule, c'est ce qui contient tout l'ADN de l'algue. Et en fait, cette cellule est contenue dans ses racines. Et on s'est rendu compte que si on coupe l'algue au pied, à la racine, elle reconstruit ensuite sa tige. Elle a un chapeau aussi au-dessus, un peu comme une fleur finalement, une racine, une tige, un chapeau. On s'est rendu compte aussi que par exemple, si on coupe la tige en deux endroits, donc on récupère un bout de tige, cette algue, elle arrive à se reconstruire, donc elle a plus du tout d'information génétique, elle a juste un bout de tige où il n'y a pas la cellule qui contient l'ADN, et elle se reconstruit, mais pas entièrement. En fait, elle se reconstruit, mais juste le chapeau. Donc ça montre que à la fois, elle n'a pas besoin de cette information génétique pour recréer une partie d'elle, et ça montre aussi que cette, cette algue se construit depuis sa base dans un certain sens, c'est-à-dire que ça se construit depuis les racines, ensuite la tige, et ensuite le chapeau. Donc si on coupe simplement la tige, elle ne va pas arriver à reconstruire ses racines, ni à recréer donc sa cellule qui contient l'ADN. Elle pourrait éventuellement, potentiellement, mais le champ morphique agit dans un sens, c'est-à-dire qu'il va recréer seulement le chapeau, sans aucune information autre que la tige. Alors un autre exemple où on a constaté un effet qui était non génétique, ces effets qu'on appelle épigénétiques, c'est pour les mouches drosophiles. Par exemple, quand on les fait se développer dans un environnement qui est très chaud, on s'est rendu compte qu'au lieu d'avoir une seule paire d'ailes, elles en avaient quatre. Et que, donc ça prouve que sans changement de gène, c'est-à-dire que ça ne provoque pas de mutation génétique qui modifierait leur ADN pour avoir quatre ailes. C'est, euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle un exemple d'héritabilité des caractères acquis. Il faut savoir que actuellement, on applique enfin, jusqu'à récemment, on appliquait uniquement ce qu'on appelle le néo-darwinisme, qui disait que l'évolution est due à des mutations dans les gènes et que c'est uniquement ça qui provoque des changements dans les êtres vivants ou des nouvelles espèces. Et donc en fait, déjà, faut rappeler que Darwin n'avait jamais posé cette théorie comme ça. Il croyait qu'il y avait des caractères acquis. J'avais fait un post pour en parler une fois. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle la théorie de Lamarck, hein, même si Darwin y croyait aussi. Donc pour les drosophiles, on s'est rendu compte aussi que quand on les remet dans un environnement normal, quand on les remet dans un environnement froid où elles n'ont pas à développer quatre ailes, eh ben, elles continuent à naître avec quatre ailes, mais la proportion des individus qui vont les avoir va diminuer avec le temps. Mais ça disparaît pas d'un coup. Donc ça s'ajuste au bout d'un moment. Donc il y a un certain effet de l'environnement là-dessus qui modifie la forme de ces mouches, mais sans modifier leur gène. Donc, et si, on a vu que par exemple, s'il y avait certaines anormalités dans le développement d'un être vivant, bah, ça avait tendance à se propager de plus en plus. Alors les champs morphiques, ça intervient aussi dans ce qu'on appelle l'hérédité manquante, parce que donc jusqu'à récemment, quand on parlait de génétique, on pensait qu'il suffisait d'analyser tous les gènes d'un individu, de les répertorier, de les connaître leurs interactions, d'en faire des listes pour essayer par exemple de classer tous les individus par exemple
qui sont obèses, tous ceux qui ont les yeux verts, certaines choses comme ça. Et puis ensuite, on arriverait à déterminer précisément ou prévoir même les caractéristiques d'un individu à partir de ces gènes. Mais en fait, on s'est rendu compte, en étudiant de plus en plus sa génétique, en connaissant de mieux en mieux les gènes, qu'il y avait ce qu'on appelle l'hérédité manquante. C'est-à-dire que on va pouvoir avoir des maladies qu'on va dire génétiques. Dans certains cas, finalement, elle apparaît sur des personnes qui n'ont pas les gènes qu'on a répertoriés. Et certaines personnes qui auraient tous ces gènes n'auraient pas aussi ces caractéristiques ou ces maladies. Alors, donc on voit que pour les êtres vivants, en fait, on peut en conclure qu'il n'y a pas que la génétique, mais il y a vraiment l'épigénétique qui intervient. Et ça pourrait être une des formes d'effet du champ morphique. Alors, il y a aussi sur la mémoire collective des individus, enfin des espèces et l'instinct. Là, je vais vous parler je pense que vous connaissez tous une expérience avec des rats en laboratoire. On leur apprend à connaître le trajet, le parcours pour sortir d'un labyrinthe. Donc on a fait des expériences comme ça, par exemple avec un certain type de labyrinthe aux USA. Et donc on les a entraînés pour qu'ils apprennent à trouver la sortie assez rapidement. Et ensuite, une fois qu'ils avaient bien appris, on a utilisé le même labyrinthe, bon, la même forme de labyrinthe, dans d'autres laboratoires qui sont indépendants, qui étaient en Australie et en Écosse. Ils se sont rendus compte que les rats, ils commençaient les expériences avec à peu près les mêmes performances que là où on était arrivé, les rats qui avaient appris aux USA. Et on s'est rendu compte aussi que quand on refaisait l'expérience avec la descendance de ces rats, ils y arrivaient encore mieux du premier coup. Euh, donc c'est assez similaire aussi à l'instinct, qui est finalement une sorte de mémoire comme ça qui est commune à l'espèce. Par exemple, un animal herbivore sait dès la naissance qu'il doit manger de l'herbe, qu'il doit fuir devant certaines proies, éventuellement par exemple savoir comment marcher, comment courir. Et, donc ça pourrait être des formes aussi d'effets du champ morphique. Alors, pour ce qui est de la mémoire, de manière générale, même notre mémoire à nous, hein, les neurobiologistes, ils n'ont jamais réussi à trouver où se trouve la mémoire, sous quelle forme matérielle elle pouvait exister. Donc on a vu qu'elle ne peut pas se trouver dans un endroit particulier du cerveau et elle ne peut pas non plus se trouver de manière délocalisée dans le cerveau. Alors, on l'a vu donc avec soit des diverses pathologies ou des personnes à qui on enlevait des morceaux de cerveau, ou par exemple quand on arrivait à déterminer des parties qui étaient actives quand une personne se souvenait de certaines choses particulières et qui avait ensuite, pour une raison ou pour une autre, un problème et à qui on devait retirer cet endroit du cerveau, eh ben, le souvenir restait présent. On le voit aussi avec par exemple les gens qui ont Alzheimer, avec des personnes âgées qui ont un Alzheimer très avancé et qui ont une grosse dégénérescence du cerveau, qui n'ont plus aucun souvenir récent. Parfois, ils peuvent même plus. Ça part d'abord des souvenirs récents et ensuite les plus anciens. Et à certains moments, ils peuvent avoir des moments de lucidité où ils retrouvent complètement leurs souvenirs sans qu'il y ait un rétablissement du cerveau. Et ça peut être épisodique. Euh, donc la mémoire s'expliquerait aussi de façon beaucoup plus simple si on prend en compte cette idée de champ morphique qui n'est pas dans le cerveau lui-même, mais qui est un peu un autre niveau de réalité. Euh, Comme dit Sheldrake, nous ne transportons pas nos souvenirs dans notre tête, nous nous branchons sur nous-mêmes dans le passé. Alors quand il dit ça, on m'a dit les champs morphiques fonctionnent par similitude, donc plus un champ est proche d'un autre, plus il va interagir avec lui. Et celui qui a la résonance la plus forte, finalement, c'est notre champ morphique juste à l'instant, juste avant. C'est un peu, ça rejoint aussi un peu l'idée qui est développée par Nassim Haramein, qui dit qu'en chaque instant, par exemple, si on bouge le bras, en fait, notre bras, il n'a pas de mouvement, parce que le mouvement est complètement indéfini. On bouge le bras uniquement par rapport à nous-mêmes.
Mais par exemple, par rapport à la Terre ou par rapport à l'univers, bah, il y a toujours quelque chose de relatif. Ce serait compliqué d'exprimer ça en termes de position absolue, par exemple, dans l'espace, et de vitesse absolue. Et lui, il dit ça d'une manière en disant que à chaque instant, on recrée notre bras à une position légèrement différente quand on est en train de le bouger. Lui, il divise ça en instants de Planck, qui est considéré comme le plus petit laps de temps qui existe en physique, qui correspond à 5, 10 puissance moins 44 secondes. Euh, donc concernant la mémoire, on a vu que ça pouvait s'expliquer par le rappel ou la résonance avec un champ morphique, notre propre champ morphique dans le passé, et aussi avec le champ morphique qui, en fait, il contient toute notre histoire, tout notre passé et celui de l'humanité. Donc on n'y a pas forcément accès plus aussi facilement à celui du reste de l'humanité, mais c'est un peu ce qu'on appelle la mémoire collective, qui est, ou la source, dit sous certaines autres formes. Euh, la, la reconnaissance des visages, par exemple, la première fois, on voit une personne, ou si on la voit peu de fois, on va avoir plus de mal à la reconnaître que si on la voit un certain nombre de fois. Ça pourrait être dû donc avec une plus grande résonance au fur et à mesure, puisque notre champ morphique contiendrait déjà l'information de cette personne et on entrerait plus facilement en résonance avec ça. Puis à l'extrême, ben, on pourrait dire qu'une impression de déjà-vu, c'est vraiment quand il y a une résonance un peu particulière avec un événement qui a déjà lieu dans le passé ou une situation. Donc ça, c'est une des pures hypothèses. Euh, alors, je voudrais parler un petit peu aussi de causalité, but et attracteur. Les lois physiques habituelles, elles ne parlent jamais de but pour les êtres vivants, ni elles n'expliquent pas leur but, par exemple pourquoi, vers quoi ils vont, et quelles sont leurs intentions. C'est c'est hors du champ de la physique et de la biologie. Pour eux, tout est uniquement causalité chronologique, donc des effets qui viennent du passé vers le présent. Euh, et pourtant, dans la réalité, on vit tous avec des buts, des envies, des intentions. Alors, il y aura une partie de, il y aura une partie but qui est producteur de causalité, donc à partir des effets dans le passé, et on irait vers des attracteurs qui sont un genre de forme idéale d'objectif qui, lui, agit à rebours dans le temps, donc depuis le futur vers notre présent. C'est assez similaire au concept de Whitehead, qui parlait des causes mentales qui remontent le temps. Euh, je voudrais que le dit de cette manière aussi, tout organisme est poussé vers le futur par une énergie issue du passé, donc ce qu'on appelle la causalité chronologique, et tiré vers des attracteurs se situant dans le futur. Donc là, c'est ce qu'on appelle la causalité logique. Enfin, une partie de la causalité logique, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les synchronicités. D'ailleurs, les synchronicités seraient peut-être aussi une forme qui pourrait être expliquée par les théories des champs morphiques. Alors, quelques petites questions aussi auxquelles il faut répondre, par exemple, concernant ces champs morphiques, c'est est-ce que il en existe un pour tout objet qui existe? Par exemple, est-ce qu'il y a un champ morphique pour un grille-pain, pour une table ou un ordinateur? En fait, non, parce que c'est uniquement pour les systèmes qui sont auto-organisés, donc qui se forment par eux-mêmes, sans l'effet de contraintes extérieures. C'est d'ailleurs un peu même la définition du champ morphique, c'est à la fois ce qui est produit par quelque chose auto-organisé et qui produit cette chose. Donc un métal par exemple qui constitue un morceau d'un grille-pain, ou alors le bout de bois qui constitue l'arbre, eux ont leur champ morphique, mais pas la table ou la chaise ou l'ordinateur eux-mêmes, parce que ils ont été assemblés par un humain ou une machine qui est un agent extérieur qui lui agit de façon réelle sur la matière et pas via un champ morphique.
Alors, est-ce que le champ morphique doit exister avant que le système puisse lui-même exister et s'organiser? Là, on l'a vu avec les composés chimiques, c'est que parfois il n'existe pas encore, mais le composé chimique, lui, a une certaine proximité avec d'autres systèmes, d'autres composés chimiques. C'est eux qui vont agir pour produire le champ morphique du nouveau composé. Donc c'est pour ça qu'au début, il y a un genre de prototype qui est en train de se créer, qui fait qu'un nouveau composé chimique ne connaît pas encore sa température de solidification et que une fois qu'il commence à la connaître, ben, partout dans le monde, dans l'univers, il a l'air de se créer plus facilement. Euh, Après, il va atteindre une forme un peu plus figée, quoi, de plus en plus, avec l'habitude. Donc justement, est-ce que quand un champ morphique est créé, est-ce qu'il peut encore changer? Alors là, on a vu qu'en partie, même pour les constantes physiques, par exemple la vitesse de la lumière, c'est quelque chose qui a été enfin, mesuré beaucoup de fois, euh, qui semble fixé, et donc c'est peut-être quelque chose qui va avoir moins tendance à varier au cours du temps, alors que bah, quand il y a un nouveau composé chimique ou un nouvel être vivant qui va avoir, pour une raison ou pour une autre, des modifications qui ont, qui ont provoqué qu'au départ il était dans une situation un peu différente ou composé d'éléments chimiques un peu différents des autres, il, il va, donc il va être moins fixé et là il va plus pouvoir changer. Alors, est-ce que ça correspond à l'idéal absolu de l'image que donnait Platon, par exemple, disant qu'il y a le champ morphique des humains, est-ce que ça correspondrait un peu à l'idée absolue de l'humain, l'idéal de Platon? En fait, pratiquement, ça ressemble un peu à ça, sauf que justement, cet idéal de Platon était éternel, il ne pouvait pas varier au cours du temps. Et pour lui aussi, il existait que l'idéal humain vers lequel tout le monde tendait à, à ressembler plus ou moins, mais il n'a pas imaginé, par exemple, qu'il y avait un champ morphique, enfin, un idéal pour chaque être humain, chaque individu, ni pour chaque organe de l'individu. Donc est-ce que chaque individu a son propre champ morphique et est-ce qu'il est indépendant des autres? Ben, comme j'ai dit, chacun a son champ morphique, chaque sous-partie a son champ morphique, mais celui-ci il est influencé par les autres et il influence les autres. Donc plus deux champs sont similaires, plus ils ont tendance à agir l'un sur l'autre. Et ce qu'on appelle la résonance morphique, je ne sais plus si je l'ai dit. Et donc de proche en proche, finalement, un champ morphique des humains, il va avoir, ils vont agir sur ceux qui sont proches des leurs et en même temps agir aussi sur ceux d'autres espèces qui vont être proches d'eux. Donc par exemple, est-ce qu'on va aller jusqu'à influencer nous par notre forme ou par nos actes la forme des arbres? Ben, oui, mais pas beaucoup, quoi. De proche en proche, puisque la résonance morphique est pas très grande entre nous et un arbre directement. D'ailleurs, comme j'ai dit, on ne sait pas exactement encore si le champ morphique d'un individu encore vivant agit tout de suite sur celui des autres, ou est-ce qu'il ne faut pas attendre que l'être humain soit mort avant que son champ morphique devienne délocalisé et puisse agir sur les autres. Mais il n'y a pas de limite précise, disons, à ce que peut, à la manière d'agir d'un champ morphique sur les autres. Faut voir ça comme un contour flou, et plus les choses sont proches, plus elles agissent les unes vers les autres. Donc, un être humain, son champ va entrer en résonance avec celui des autres humains qui sont proches. Euh, Ensuite, tous les champs morphiques des humains donnent un champ morphique général de l'être humain, qui lui-même agit et entre en résonance avec celui des singes, tous les primates. Ensuite, bah, par extension, tous les primates agissent sur ceux des mammifères, et ensuite tous les êtres vivants, donc les arbres. Et par extension, donc pas à tout ce qui est inerte et même aux atomes. Euh, Bah voilà quelques petits exemples en vrac qui montrent aussi il y a sûrement un effet de champ morphique, de champ agissant comme ça,
de manière non physique sur le pliage des protéines, par exemple. Donc, on sait qu'une une molécule qui est complexe, comme les polymères, l'ADN, elle arrive rapidement à trouver sa forme la plus stable, et on ne sait pas comment elle arrive à trouver cette forme à partir de ses constituants. Parce que si on imagine, par exemple, une chaîne peptidique complètement dépliée, et bah, si on suppose que chaque élément a deux positions, par exemple, pour simplifier, et qu'il y a environ 150 éléments, donc c'est beaucoup moins que ce qu'il y a dans la réalité, et ben ça donne 10 puissance 45 configurations possibles. Donc c'est un chiffre qui est énorme. Donc si chaque configuration pouvait être explorée à la vitesse de la rotation moléculaire, c'est-à-dire 10 puissance 12 rotations par seconde, eh ben, il faudrait quand même de l'ordre de 10 puissance 26 années pour essayer toutes les possibilités et trouver la bonne. Et, bah, sachant que l'univers est beaucoup plus petit que ça, hein, l'âge de l'univers est estimé à 10 puissance 10 années, donc 10 milliards d'années. Et dans la réalité, ben, les peptides mettent de l'ordre de enfin, quelques minutes pour arriver à trouver leur forme stable. Et en plus, ben, si elle devait explorer toutes les configurations possibles, elle tomberait sûrement dans des minima locaux et elle se retrouverait bloquée alors qu'elle trouve systématiquement la forme la plus stable. Alors on pourrait dire que c'est dû à la superposition quantique, hein, pour ceux qui connaissent. Euh, donc que la molécule se trouverait finalement dans un même instant dans toutes les configurations possibles et que le résultat serait obtenu comme ça en trouvant la plus simple, enfin celle de plus basse énergie, la plus stable. Euh, mais ça, on sait que l'intrication quantique, pas l'intrication, la cohérence, l'état superposé, dure pas longtemps, surtout dans des systèmes comme ça qui sont chimiques ou biologiques, parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec l'environnement. Donc le temps de décohérence en général d'un objet physique dans le vide qu'on essaie d'isoler, il est déjà pas très grand, il va de quelques secondes, et donc il pourrait pas durer 2 minutes dans un être vivant ou dans un mélange chimique par exemple qui est en contact avec le reste de l'univers. Et du coup, si c'était la superposition quantique qui produisait ça et qui trouvait la forme finale, ça se produirait pratiquement instantanément, bah, ça fonctionnerait comme un ordinateur quantique. Donc, une seule boucle et ça trouverait tout de suite le bon résultat. Alors, d'autres exemples aussi où on peut imaginer qu'il y a intervention de ce genre de champ morphique, c'est, eh ben, enfin, on sait déjà par exemple que le rire est communicatif ou même l'humeur. Quelqu'un qui entre dans une pièce, on va pouvoir il y a comme une résonance qui se propage sur les individus proches physiquement et dont l'humeur va être aussi relativement proche. Par exemple, ça ne va pas non plus inverser, mais ça entre en résonance avec ceux qui sont relativement proches de cette humeur. Euh, on s'est rendu compte aussi que la lecture aussi, donc, comme pour l'histoire des rats dans le labyrinthe, les humains qui apprennent à lire maintenant, même si même si on les prend dans un environnement qui est pas spécialement propice à ça, mais ils apprennent à lire plus facilement qu'il y a quelques décennies, quelques siècles. Un truc intéressant aussi, c'est par exemple, j'avais vu que, d'ailleurs, je m'étais souvent posé la question, c'est pourquoi il y a des personnes qui, quand elles effectuent des sorties de corps et qui vont rencontrer, par exemple, une personne décédée, elles vont voir ces personnes généralement sous une apparence qui est celle qu'elles ont à peu près une vingtaine d'années. Donc c'est le cas que ce soit des vieillards qui sont morts ou même des plus jeunes que cet âge-là. On pourrait se dire que finalement cette image, ça correspondrait un peu au champ morphique de l'individu et que c'est vers cette forme qu'on tend. D'ailleurs, si on regarde la croissance d'un être humain et le vieillissement, bah, c'est à peu près entre 20 et 25 ans qu'on atteint, on va dire, le meilleur état et que avant ça, on continue de se développer et après ça, on a plutôt tendance à se détériorer. Ça pourrait expliquer aussi la télépathie. Donc, s'est rendu compte aussi que même pour des personnes qui ont
des pouvoirs télépathiques assez avancés, ils sont pas forcément plus, ils n'y arrivent pas forcément facilement avec des personnes inconnues, alors que, bah, par exemple, si c'est des personnes de la même famille ou qui sont proches émotionnellement, ça marche beaucoup mieux. Ça expliquerait aussi pourquoi les jumeaux ont des liens particuliers à ce niveau-là, que ce soit télépathique ou morphogénétique. D'ailleurs, on s'est bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes, même dans les actes et dans les vies, les événements de la vie des jumeaux, dans leurs choix, qui sont complètement indépendants de tout leur passé, des gènes, et en télépathie. Donc, il y avait une proximité qui était inexplicable d'un point de vue physique uniquement. Donc, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, un peu pour conclure, bah, les champs morphiques, ils expliquent beaucoup de choses que la science matérialiste ne peut pas expliquer, ou même qui contredisent ce que dit la science matérialiste, où toutes les lois seraient figées et où tout ne serait produit que par la matière, l'énergie et les lois physiques. L'hypothèse que les lois de la nature, elles sont fixées depuis le début des temps, hein, et pour l'éternité, c'est un dogme, hein, c'est pas, comme je disais, ça n'a jamais été vérifié empiriquement, c'est posé comme un a priori de la méthode scientifique moderne, occidentale. Et bah, la plupart des scientifiques, ils appliquent ces principes et cette méthode scientifique sans jamais la remettre en question. Bah, on a vu que le champ morphique s'accorde bien avec les théories de l'univers, où bah, toutes les choses seraient des ondes, des fréquences ou informations. Et la matière, ce serait le résultat de certaines résonances entre des ondes de fréquences proches. Donc même par exemple un proton constitué de trois quarks, finalement, la matière elle-même serait le résultat d'une certaine idée, une certaine information en résonance dans un champ morphique. On peut imaginer que l'univers matériel, c'est le résultat, le produit d'une sorte de symphonie de champs morphiques qui sont en train de se jouer hors de l'espace-temps, qui entrent en résonance les unes avec les autres, ou qui vont s'atténuer quand elles sont en contradiction. Ça pourrait être aussi, champ morphique, ça pourrait être aussi un autre nom pour soit une partie, ou alors à l'inverse, expliquer en partie les réalités éthériques, ou alors ce qu'on appelle l'aura. C'est aussi, bah, c'est aussi cohérent avec toutes ces théories de l'univers qui décrivent la réalité comme le résultat de conscience. Donc la conscience elle-même, la pensée, serait soit directement le champ morphique ou issu de celui-ci et peut agir sur les champs qui produisent la matière. Donc ça montre vraiment tout ça on serait plus dans une sorte de symphonie où toutes les choses interagissent euh, les unes avec les autres, quelle que soit leur nature. Donc même un atome qui est ici dans ma main, il agit avec bah, un objet qui est à l'autre bout de l'univers. Enfin, il n'y a pas besoin qu'ils soient proches physiquement, ni qu'ils interagissent directement entre eux. Le simple fait d'exister, en fait, bah, peut avoir des conséquences. Donc ça nous rapproche aussi un peu des théories bouddhistes, ou tout ce qu'on appelle les théories holistiques. Il y a beaucoup d'expériences en physique qui montrent qu'elle est sûrement juste, au moins en partie. Donc ça implique que tous nos comportements, nos pensées, elles ont une influence sur tout le reste. Et ça peut modifier la réalité et les lois physiques. Alors bien sûr, plus les choses sont fixées, comme je disais, plus c'est difficile à changer. Alors Sheldrake, il a proposé de nombreuses expériences pour essayer de confirmer ses hypothèses. Et par exemple, pour comprendre à quelle vitesse le champ va propager ses effets, à partir du moment où on a un nouveau composé, et à quelle distance
La, la découverte pour se composer de sa propre loi de cristallisation va affecter les autres. Est-ce que c'est instantané? Est-ce que ça prend un certain temps? On ne sait pas non plus de quelle manière il agit sur la matière. On sait qu'il a un effet, mais on sait que ça se produit sans échange d'énergie avec la matière. On ne connaît pas l'effet donc de la distance, quelle durée ça va avoir. Est-ce que réellement ça a un effet à l'autre bout de l'univers, ou est-ce que bah, ça a un effet quand même grand, mais pas, pas propagé à tout l'univers d'un coup. Et aussi, ce qui serait intéressant de savoir, c'est faire des expériences pour savoir comment on peut les modifier de manière efficace, ces champs. Puisque ça nous permettrait par exemple d'arriver à créer des composés ou de nouvelles molécules en modifiant certaines lois ou certaines propriétés de certains atomes. Alors euh, ces expériences, elles coûteraient pas très cher, hein, il y en a beaucoup qui ont été proposées, mais visiblement, si elles ne sont pas faites, c'est un peu, je pense, de la mauvaise volonté de la part des institutions. Les, les scientifiques, en général, n'ont pas envie de remettre en cause, justement, ce genre d'idées qui remettra en question bah, toute la méthode scientifique qu'ils appliquent depuis le début. Donc pour moi, hein, Rupert Sheldrake devrait largement recevoir un prix Nobel si les scientifiques et le comité Nobel étaient honnêtes et objectifs. Il pourrait même en avoir plusieurs, que ce soit en chimie, en physique et en biologie, en médecine. Mais bon, les prix Nobel, ils ont toujours été décernés qu'à des personnes qui confirment la méthode scientifique et qui confirment le matérialisme et puis surtout et puis le réductionnisme, hein, qui dit que on peut étudier chaque partie de l'univers en la séparant du reste. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Je vais lire un petit peu presque vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair au moins? Est-ce que vous m'avez entendu jusqu'au bout? Moi, je ne suis pas allé dans les détails, j'ai pas expliqué de choses mathématiques là-dessus. De toute façon, il n'y en a pas vraiment. Comme dit, il n'y a pas d'expérience qui a été faite. Il y a juste, on a constaté que pour plein d'effets, enfin, que ça avait des effets pour plein de choses ou que c'était une bonne supposition. Donc l'effet Kirlian, ça démontrerait ce que je dis, mais je sais pas. C'est quoi ça? Bon, j'ai dû tout bien expliquer, hein, il n'y a pas de questions. Bon, j'ai réussi à faire ça en moins d'une heure. Bon, bah si ça va comme ça, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre là. Je regarderai plus tard, j'y répondrai, et puis je referai peut-être une vidéo là-dessus si ça intéresse, hein. Euh, je mettrai aussi mon texte de préparation sur un site, et puis je rajouterai aussi peut-être justement les questions-réponses s'il y en a. Ah oui, d'accord, donc, bah ouais, Sébastien. Ça agirait sur des univers parallèles, mais moi j'aime pas trop l'idée en fait d'univers parallèle. Je l'ai expliqué, en tout cas pas sous la forme enfin, telle qu'elle est expliquée avec la théorie d'Everett, où il y a différents univers parallèles qui seraient tous matériels comme le nôtre. Mais effectivement, si ces univers matériels existent, ils sont dans l'ensemble, à chaque objet a un champ morphique qui va être proche de celui du même objet dans notre univers, et il se peut qu'ils entrent aussi en résonance via les champs morphiques. Mais, euh, mais pour moi, ben, l'idée est pas bonne. Pour moi, la seule idée qui est bonne, en parlant d'univers parallèle, c'est plutôt différents niveaux de réalité. Ouais, l'univers tachyonique, qui serait par exemple, bah, du coup, qui n'est pas composé de matière comme la nôtre, où les lois physiques sont différentes et où la causalité temporelle aussi n'a pas lieu de la même manière. Ou alors qui irait même ben, dans le sens inverse du temps par rapport au nôtre, mais sachant que je vois pas trop ce que ça peut vouloir dire, puisque de toute façon le temps
Il est local, et puis ça voudrait dire qu'il y en a un qui a commencé à la fin de l'autre. Ou alors qui sont de toute façon plus dans le même temps depuis le départ, donc qui peuvent pas avoir une évolution en parallèle. Mais bon, les histoires d'univers parallèles, on en reparlera, mais pour moi, il existe plutôt dans le sens, oui, différents niveaux de réalité. Donc il y a la réalité matérielle avec, qui subit les lois physiques, et un autre niveau au-dessus, donc il y aurait un genre de réalité éthérique, ou alors ces champs morphiques, euh, et puis éventuellement même d'autres niveaux de réalité au-dessus qui pourraient créer eux-mêmes les champs morphiques. Je pense qu'on va arrêter là pour les histoires d'univers et de loi physique, parce que tout le monde n'est pas encore assez à l'aise, mais je vous invite quand même à, éventuellement à soit à réécouter ou à vous renseigner un petit peu. Il y a des petites conférences sur les champs morphiques. J'en ai pas trouvé qui étaient très longues et où il y avait autant de choses que ce que j'ai dit. La plupart des trucs que moi j'ai trouvé, hein, ça vient du livre de Sheldrake, là. Donc Réenchanter la science. Parce qu'il en parle dans tous ses livres. Il a étudié aussi pas mal le comportement animal, par exemple la télépathie entre entre le maître et son animal. Et, euh, Par exemple, le fait que même les arbres auraient une âme, qui pourrait. Oui, d'ailleurs, j'ai pas fait le lien avec ça, mais c'était un peu aussi la même chose. Peut-être que l'âme correspond à notre champ morphique, à moins que ce soit encore à un niveau plus élevé. Bah, en fait, oui, est-ce que l'univers se contient dans un grain de riz? Pour la forme, je sais pas, ni pour le goût, mais autrement, ben, si tu regardes les théories de Nassim Haramein et la théorie des champs morphiques, toute l'information de n'importe quelle partie de l'univers est accessible depuis n'importe quelle particule. Donc, on peut prendre une de nos molécules d'eau ou prendre un proton d'une de nos molécules, et elle peut accéder à toute l'énergie de l'univers, toute l'information, pardon. Donc le champ morphique, ou toute cette information, toute l'information depuis le passé, depuis le début de l'univers est contenue là-dedans. Bon, bah si c'est bon avec vous, parce qu'il y a que Sébastien qui a des questions ou des remarques qui vont devenir compliquées à mon avis, donc je vais avec lui. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, hein, et puis à bientôt. Je pense que je vais essayer de préparer d'autres choses peut-être plus simples, ou différentes ou plus compliquées. Au départ, je devais faire quelque chose sur le libre arbitre, mais c'est très très long et ça demande beaucoup de physique quantique, donc je vais remettre ça plus tard ou le faire en plusieurs parties. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt.